Amadou, jeune Malien issu de la pauvreté, de la brousse puis de la rue, vit de petits boulots, de nourriture et d'hébergement précaire. Baladé de tuteur exploiteur à un coach sincère, il se raccroche à ce qui l'aide à vivre. Le football qu'il pratique depuis l'enfance pour meubler ses longs moments d'oisiveté sans école. Repéré par quelques professionnels, aguerri par quelques matchs victorieux, il se fixe pour seul objectif de devenir joueur professionnel. Et pour cela, de rejoindre l'Europe par tous les moyens. Pour lui, ce sera la Libye via le désert, afin de s'embarquer pour l'Italie. Longue épopée de 2 années, risquée et dangereuse, mortelle pour beaucoup. Ce rêve sombre à quelques encablures de Tripoli, lorsque le bateau sur lequel s'étaient entassés des centaines de malheureux coule et qu'Amadou est repêché in extremis par des gardes-côtes libyens. Une autre aventure alors commence pour lui, celle du retour au pays natal, celle d'un combat acharné pour la reconnaissance de ses droits et de sa dignité d'homme. Tu me donnes la parole, monsieur le ministre. Je la prends. Mes camarades ici présents me donnent la parole. Je la prends. Monsieur le ministre, ce que tu vas recevoir dans tes oreilles est sacré. Ce sont les mots que nous avons rapportés de notre dangereux périple. Chacun ici pourra témoigner de leur véracité. Tu nous as fait venir, Manu Militari. Oh, pardon. Je m'aperçois que je te tutoie. Je devrais dire vous, monsieur le ministre. Tu vois, vous voyez, tu vois. Chacun de nous ici est un minuscule grain dans l'immensité. Mais un grain qui s'élève, poussé par la colère. En plus, un autre grain. Et encore un autre. Ça fait une tempête, monsieur le ministre. Une tempête qui pourrait grésiller à tes oreilles. Alors, écoute-la, monsieur le ministre. Écoute le sable. Je prends une poignée dans ma main droite.
c'est le silence tout autour. Et la nuit, je reste avec ces sables glacés dans ma main. Je suis à genoux. J'attends. Les autres sont à genoux aussi autour de moi. Il y en a qui restent debout, juste derrière. Nous sommes une douzaine, je crois. Dans ma main, j'ai cette poignée qui brille avec les premiers rayons du soleil. Nous ne pouvions pas attendre plus. Nous nous sommes dépêchés de creuser un trou suffisant. Personne ne parle. Personne ne dit une prière. Mais je crois que chacun l'a remis à l'intérieur. De toute façon, presque chacun parle une langue différente. J'essaie de ne pas trembler sur mon suite. Nous n'avons pas de couverture. On dort à même le sol. Parfois, on arrive à faire un feu. Le désert ne donnait rien. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de bois, que de la chaleur brûlante le jour et du froid glacial la nuit. C'est l'entraîneur du stade malien de Bamako qui me l'a donné, mon sucre. Il a plein de tout. Il tue tout. L'autre, on l'a attendu toute la nuit. Il a commencé par geindre longuement. Il s'est mis à crier. Il s'est tordé de douleur. Il a commencé à vomir. Et je crois qu'il a fait sur lui. Il s'était loin de nous en rampant. Mais on l'attendait quand même. On ne pouvait rien faire. Il s'est mis à pleurer et à crier dans sa langue des mots de terreur. Je tremblais. Et nous tremblions tous. Il savait. Il savait. Et nous savions. Puis le matin, il s'est tué enfin. Oui. Je jette la poignée du sable glacé sur le corps. Les autres en font autant. Puis nous nous dépêchons de le recouvrir totalement. Un petit tas de cailloux pour serrer sa tombe. Je reste seul agenouillé. Ici, un endroit qui est nulle part. Depuis l'étape du lac a séché, on a marché des jours. On est arrivé ici au village de Khalil hier vers 23h. Quelques maisons de terre et de tôle. Ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait presque rien dans le ventre. J'avais mangé mon dernier biscuit hier matin. Il y avait du riz d'asile et choc. Le plat coûtait 400 francs CFA. Chacun en a commandé. Moi j'ai eu du mal à manger mon plat. Je suis allé acheter un coca. Et j'ai été m'asseoir à l'écart avec les autres. Je me suis endormi au bout de quelques minutes. C'est le premier cri de l'autre qui m'ont réveillé. Je crois qu'il avait très mal mangé. Notre guide nous abandonne dans ce village. À partir d'ici, on doit se débrouiller par nous-mêmes. On s'aperçoit qu'il y a d'autres groupes, des silhouettes maigres, haillons qui se font discrets et s'effondrent avec les murs ou le sable gris. Depuis combien de jours sont-ils ici? Ayardan chandunya talkasi mai hardo ayardan chandunya talkasi mai bere me aga koi ga koi ayari dinayoyo hidida nayoyo me aga koi ga koi. La terre était chaude et rouge. Si on y mettait un peu d'eau, ou même des crachats, on faisait ce qu'on voulait avec. Même qu'un jour, mon grand frère Ousmane a pissé pour la mouiller.
on faisait des bons hommes, des animaux. Ça, c'était pour les filles. Nous, ce qui nous plaisait, c'était de faire des billes. Et on jouait avec. Nous étions en brousse, à garder les troupeaux. Personne ne pouvait nous voir. Mais il fallait surveiller les bêtes et faire attention à ce qu'ils ne s'échappent pas. Ou qu'il n'y en a pas une qui soit malade, car c'était la punition assurée. La chicotte, 10 coups. On restait toute la journée en brousse, et parfois même la nuit. Mais comme nous avons faim, nous devons rentrer quand même au village. Et là, nos oncles nous disputaient toujours de laisser les troupeaux seuls. Ils sautaient les ceinturons et nous frappaient. Nous nous dépêchions d'avaler notre nourriture et nous nous sauvions en brousse. Aucun de nous n'allait à l'école. Ma mère qui était restée dans le village voisin, c'est dit de son père, n'avait pas les moyens de payer. Alors, il préférait nous voir garder les moutons et les chèvres. On avait des plaies aux pieds et aux jambes. On ne se lavait pas. Au bout d'un temps, je suis tombé malade. Je ne pouvais pas bien marcher. Un oncle plus gentil m'a amené à l'hôpital de Sikasso et sa femme était jalouse et méchante. Car elle disait que même ses propres enfants n'avaient pas autant d'attention. Mais mon oncle s'est défendu que j'étais le fils de son frère mort en Côte d'Ivoire à cause de la fièvre jaune. Ma mère a continué à avoir des amis avec mes oncles qui exigeaient qu'elle se remarie. Alors, quand le nouveau bébé est né, elle a décidé de nous emmener avec elle en Côte d'Ivoire. Notre père était parti là-bas acheter une parcelle de terre en espérant faire un jour une plantation de cacao. Avant d'arriver au lac à sécher, on marchait depuis 6 jours. On n'avait plus de nourriture, mais juste encore un peu d'eau dans nos bidons. On a fait une découverte macabre au milieu du désert. Des cadavres, 5, 6, morts depuis quelques jours. La débandade nous a pris. Chacun prenait ses jambes à son cou et d'autres tremblaient. Le guide s'est mis à nous engueuler. Et si vous ne prenez pas le courage de marcher vite, vous allez tous finir comme ça. Il a dit qu'il y avait quelque part par ici un lac. Ici dans le désert, il faut croire au mirage. Nous nous sommes assis sous un petit arbre. Nous n'avons plus la force pour avancer. Quelques-uns salmodièrent dans leur langue des choses incompréhensibles. Enfin, on l'a entendu hurler qu'il avait trouvé le lac. Mais il n'y avait que de la boue. Nous avons creusé cette boue avec nos mains. On a utilisé nos t-shirts pour flûter l'eau et boire. Ici, depuis Khalil, on doit trouver un moyen pour se rendre à Tamaracet. C'est notre destination à moi et mon compagnon Salif. Tous les autres veulent partir vers le Maroc et ensuite en Espagne. Vers le soir, on trouve un passeur qui est décidé à nous transporter à raison de 10 000 francs CFA par personne, à condition que nous soyons plus nombreux. Finalement, nous trouvons 6 autres jeunes comme nous. Ça fait 8 candidats. Le Touareg vient nous chercher avec son véhicule vers 18h à la nuit tombante. Aendeme kila aendeme Magasiku ondande Aendeme
chila endeme mazifungondande aendeme chesa eduruye aendeme denta eduruye aendeme pantaya eduruye aendeme fentiye eduruye mazifungondande aendeme chila aendeme mazifungondande. Hé! Passe ici. Amadou, j'ai été fini 2 nuits. 2 nuits où tu ne sortiras pas. Tu viendras juste l'ajouter pour nous. Mais j'ai rien fait. Hé! Ne dis pas ta mère. Tu as ouvert la tête à un petit avec ta tête. Et toi, Amadou, tu n'as rien fait. On jouait à cache-cache. Il avait triché. Sa mère est venue les réclamer. Amadou, tu m'apportes la honte dans le village. Je voudrais aller à l'école, maman. Comme les autres enfants. Et porter un uniforme. Allez à l'école, toi. Oui. Oui, Amadou. Je voudrais bien. Mais avec quelle possibilité? Je ne le sais pas. Les rues et l'arachide que je cultive sur la petite terre que son père a laissée, ça suffit juste pour vous nourrir. Moi, j'étais très têtu. Ma mère avait toujours des problèmes avec les autres femmes, car je cognais leurs enfants. Ils se moquaient de moi en disant que je n'allais pas à l'école. Je partais jouer au ballon avec eux à la sortie de classe. Et je savais fabriquer des jeux avec des fils de fer et du bambou. Je savais danser aussi. Je suis fier. Ils ne savent pas danser eux, ni faire des jongleries avec le ballon. Ils ne savent rien. Pourtant, ils vont à l'école. Il y avait un vieux dans le quartier qui enseignait le Coran aux enfants. Il portait un boubou avec un chapelet à la main. Ce vieux est allé demander à ma mère de me laisser avec lui pour m'enseigner le Coran. Ma mère a simplement dit pourquoi pas. Ce vieux nous donnait des coups de bâton pour nous faire comprendre. On partait très tôt le matin et pour terminer à 9h. Et ensuite, on passait tout le reste de la journée à jouer au foot. En 1988, après la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, j'étais toujours avec un ballon en plastique. À chaque fois qu'on organisait un tournoi, j'étais le meilleur. Ils m'ont surnommé Jean-Pierre Papin. Dans le 4x4 Toyota, on a beau être serré, la piste pourrie nous secoue comme des chèvres. Le passeur prend un chemin interdit, surveillé par l'armée algérienne. Soudain des projecteurs et des tirs en l'air. Une voix dans un haut-parleur gueule. Et si vous bougez, on vous abat. Arrêtez-vous! Les hommes armés s'approchent. Nous devons descendre du véhicule. Au sol, un soldat me donne un coup dans le dos avec la crosse de son fusil. Nous montrons notre passeport. Nous sommes tous des nationalités maliennes. Mes compagnons sont des Soninké et de la région de Caille. Les soldats nous emmènent dans un camp perdu dans le désert. On passe le reste de la nuit allongé sur le sable. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas croire que c'est fini. Avec le pied, c'était vraiment facile. Je savais faire à présent. Surtout, prendre le bon équilibre et rester souple. 31, 32, 33. Ne pas fixer le ballon, juste le pied. 40, 41, 42. Les autres au début se taisaient. Puis, ils commencent à m'encourager voyant que je tirais la route. 48, 49,
À 50, j'ai choisi la tête. Les rebonds sur la tête, c'était facile. Du coup, les autres applaudissaient. Amadou, 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 Amadou. Un petit m'avait prévenu le matin un courant. Amadou, Amadou, il va y avoir un concours de jonglage à l'école. Ah bon, et alors? C'est un concours, Amadou. On peut gagner jusqu'à 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA? Oui. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu dois jongler jusqu'à 100. 70, 71, 72. Je leur en mettais plein la vue. Moi, Amadou, qui n'allait pas à l'école. 80. Le genou maintenant. Et même d'un genou à l'autre, les autres étaient ébahis. Enfin, j'ai terminé en reprenant par le pied et les autres finissaient de compter avec moi. 98, 99 et 100. Le groupe me portait en triomphe jusque chez moi. J'étais le roi du village. Et petit, Oui, monsieur. tu t'appelles comment? Mon Dieu, monsieur. Ah, tu te défends bien au football, Amadou. Est-ce que tu veux venir en ville avec moi? Où? À Abidjan, pour que je puisse t'inscrire dans un centre. Tu vas devenir un grand joueur. Moi, monsieur? Yawa. Hé, Amadou, comme qui tu voudrais? Comme Jean-Pierre Papin Yawa. ou Pelé? Yawa. Oui, je veux venir avec toi. Ayo. Le monsieur était commerçant et venait régulièrement acheter des fruits dans le village. Il a décidé de voir ma mère. Hé, Moussa Koroba. Ah, Tchekoroba. Hé, allez, ça comment? Moussé. Yawa. Itangase. Voyons. Moussé. Ah, Yawa. Hé, madame. Ah. J'ai vu votre fils Amadou jouer au football. Ah. Voilà. Il m'a impressionné. Je veux l'emmener en ville pour l'inscrire dans un centre. Hey. Tchekoroba de Kawale Baba. Ala de Feo Femizanta Tisoro. Bonyati Karaba. Yawa. Tchekoroba de Kawale Baba. Ala de Feo Femizanta Tisoro. Voyons. Yawa. Comment je peux te donner mon enfant alors que je ne sais pas qui vous êtes? Ça fout ta gueule. Une semaine plus tard, le monsieur est encore revenu pour parler à ma mère. Il a dit qu'il ne partirait pas sans moi. Ma mère a fait appel au personnel du village. Les gens ont dit, mais puisqu'il n'est pas à l'école, tu peux lui donner, il n'y a pas de problème. Ma mère a enfin accepté. Et moi, j'étais content. Les rumeurs a pris tout le village. Le jour de mon départ pour Abidjan, presque tous les enfants sont sortis pour me regarder m'en aller. J'avais 10 ans et ma mère pleurait. Le matin, le commandant du camp nous interroge. Je suis le seul à comprendre le français. Moi seul peux répondre. Mais les autres croient que j'ai l'air complique la situation. Le chef finit par nous engueuler. Comme punition, il m'ordonne de laver son véhicule. Je lave vite et bien. Et quand j'ai fini, je lui propose d'amener le deuxième. Au cours du travail, le chef me demande où est-ce qu'on veut aller. Je lui dis que je suis footballeur et que mon objectif était l'Italie. Mais que pour les autres, je n'en sais rien. Et vers la fin de la matinée, il exige qu'on lui donne 10 000 francs CFA pour notre libération. Puis il nous embarque dans un 4x4 pour nous laisser à quelques kilomètres de Tamaracet. Nous terminons la marche pendant la nuit et nous entrons dans la ville au petit matin en nous séparant deux quartiers pour ne pas être repérés. Un petit foyer accueille des Maliens. Pour rentrer, le propriétaire demande 2 000 francs CFA. Nous restons 4 jours discrètement. Nous nous reposons et mangeons un peu. Enfin, un passeur nous propose 30 000 francs CFA pour nous rendre en Libye. Nous partons la nuit. Au bout de 3 jours de route chaotiques et dangereuses, il nous dépose de soi-même à proximité de la dernière ville de l'Algérie, Debdeb. Nous apercevons plusieurs lignes de lumière à l'horizon.
La première est celle du barrage avant d'entrer dans Deb-Deb. La seconde est la ville de Deb-Deb. La troisième est le dernier barrage de frontière algérienne. La quatrième est le dernier barrage de frontière libyenne. Et la cinquième est la ville de Gadamès. Nous marchons en évitant largement les 3 premières lignes de lumière. Mais au petit jour, nous n'apercevons plus la quatrième. Alors, il faut attendre la nuit. Nous nous cachons dans les tours. Sous le stade empli à craquer, je joue avant-centre. Je marque le but décisif sous le aura de la foule. Je donne à mon équipe la victoire à la canne. L'hymne du pays s'élève. Je me tiens droit, le ballon sur le bras. Je suis le meilleur. Le ballon se met à gonfler doucement sur mon bras. Je suis obligé de le tenir à des mains. Il grossit. Je m'accroche de tout mon corps. Il décolle du sol. Il s'envole. Je me colle à lui par tous mes membres. Il monte, dépasse le stade. Les spectateurs deviennent minuscules. J'atteins les nuages. J'aperçois souvent le fleuve. Et bientôt tout le pays m'apparaît. Je survole l'Afrique. Puis la mer est là, immense bleue. Mais il se passe quelque chose. La tempête s'élève. Le ballon perd de l'altitude d'un coup. Il se dégonfle par et siffle comme une fusée. Et je tombe dans le vide vers la mer immense. Une chute sans fin qui ne s'arrête que quand je me réveille en sueur. Amadou! Amadou! Réveille-toi, la nuit est là, il faut y aller. Salif me regarde, étonné. Je dois avoir l'air effrayé. Viens mon ami, allons-y. En quelques heures de marche silencieuse, nous tentons de nous diriger vers la 4e ligne de lumière. Mais nous arrivons tout près du poste de contrôle libyen. Les chiens se mettent à aboyer. Des véhicules se rapprochent. Les projecteurs balaient la zone. Des voix gueulent en arabe. Et nous prenons la fuite dans le noir. Les militaires libyens ouvrent le feu. Nous ne savons pas où courir pour sauver notre peau. Et tout à coup, j'entends des cris en Bamara. On m'a tué, on m'a tué. Ougamfara, Ougamfara, Ougamfara. C'est Salif, je reconnais sa voix. Je ne peux pas m'arrêter. Je cours droit devant moi. J'éclate en sanglots. Je cours jusqu'à me planter. Salif, Salif, Salif. Tu attends depuis combien de temps? Il y a bien 2 heures. Je suis arrivé le premier. Cet autocar, il va à Gao? Ils ont dit oui, mais il faut attendre qu'il soit rempli. Assieds-toi, on est à l'ombre ici. Je m'appelle Salif. Moi, Amadou. Tu veux un peu de mangue? Ici, à la gare routière de Bamako, ça fourmillait déjà du monde tôt le matin. Il fallait repérer le bon bus. Je regardais les pneus. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur si il doit ou pas dans le moteur. J'ai acheté une petite poche d'eau et des beignets à une vieille. Je l'ai partagé avec Salif. T'arrêtes à Gao? Non, je veux continuer, aller plus loin. Il y a quoi dedans? Mes bagages. Je vois bien, mais c'est trop encombrant. C'est quoi? C'est un ballon. Un ballon en plastique. Un ballon? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je l'ai depuis la canne 88. Et je ne m'en sépare jamais. Il faut emporter le moins de choses possible. Pour marcher et courir vite, je crois que ça risque de te gêner. Je sortais le ballon en plastique et le roulais entre mes doigts en toute vitesse. Ce matin, je m'étais réveillé très tôt pour venir là sans rien dire à personne. Parce que ma décision était prise. Un groupe d'enfants jouait dans la poussière non loin de nous. Ils chutaient en criant dans une balle faite de bouts de chiffon. Lentement, mais décidé. Je me suis levé et j'ai marché vers eux. Eh Betty, ça ira mieux avec ça. Je leur lancé mon ballon en plastique.
l'ont accueilli avec des hurrahs, des remerciements. Nous n'avons plus rien dit jusqu'au départ de l'autocar. 3 heures plus tard, là, j'ai compris que j'étais vraiment parti. Tu veux devenir footballeur? Oui. J'ai un cousin qui est parti et qui n'est pas revenu. On n'a jamais eu de nouvelles. Plus jamais. Ah non, peut-être qu'il a réussi. Peut-être qu'il a réussi. Nous sommes arrivés à Gao au petit matin. Après quelques recherches, un Touareg nous amène auprès d'une personne au nom américain qui faisait passer les clandestins pour l'Algérie. Le marché fut conclu à une somme de 35 000 francs CFA. Le soir même vers 21h, nous nous serrions à l'arrière d'un Toyota bâché. 26 personnes, dont 3 femmes. Des Ghanéens, des Nigériens, des Camerounais et des Maliens, entassés comme des moutons. Je marche tout seul le reste de la nuit et j'entre vers 5 h du matin dans la ville libyenne de Gadamès. Je me fais petit et rase les murs. Un vieux qui revient de la mosquée me parle en français et m'indique la direction d'un foyer qui accueille des Maliens. En échange de mes 5 000 francs qui me restent, je me repose, je mange, mais je n'ai plus d'économie. Je dois rester dans cette ville pour gagner de l'argent afin de pouvoir continuer ma route. 2 jours plus tard, je vais sur la grande place où tous les Africains se regroupent chaque matin. Car c'est là que les Libyens viennent recruter des manœuvres. Un Marocain m'embauche. Un maçon qui construit des toilettes dans un camp de touristes. Il me trouve courageux et me propose de rester ici. Il a ajouté que dans ces centres de vacances, il y a une équipe de foot qui joue en 2e division. Au départ, dans le camp, je mangeais seul dans mon coin. Mais maintenant, je suis avec les autres employés. Et pour dormir, je partage une pièce avec des ouvriers. Le soir, je m'entraîne avec l'équipe de foot. Et le vendredi, je vais visiter mes amis au foyer. Amadou, et quand tu es arrivé dans le 4x4 avec ton chef, on a eu peur. On a cru que c'était une descente de la police. C'est pour ça qu'on a tous couru. Comprends? Si dans le foyer, on n'est toujours pas à l'abri. Les Arabes sont égoïstes et racistes. Gadamès est une ville que les touristes aiment bien. Ils l'appellent la perle du désert. Des Français, des Allemands, des Italiens passent leur temps à se reposer, à manger et vont faire des excursions. Moi, je travaille toute la journée. Souvent de la maçonnerie, du balayage, de la manutention, de l'arrosage sur les massifs de fleurs près de la piscine. Parfois, quand le chef n'est pas là, on m'appelle pour que je parle le français avec des clients. Depuis un moment, le gros Italien assis à l'ombre me regarde en fumant son cigare. Je maçonne un petit mur en plein soleil. Tu travailles bien, et toi? Oui, monsieur. C'est bien ici, non? Oui, monsieur. Tu dois rester ici? Non, monsieur, je voudrais aller en Italie. Italia! Italia! Le plus beau pays du monde! Venezia! La torre de Pisa! Il faut venir. Tout sera accueilli molto bene! Pour faire quoi? Monsieur, je suis footballeur. Footballeur professionnel. Football! Football! Magnifico! Nous avons une belle équipe, nous. La Juventus, la Fiorentina. AC Milan. Si. Ronaldo. Si. Maradona. Il faut venir. Tout sera accueilli molto bien. Beaucoup de gens, ils peuvent te faire du travail.
même si tu n'as pas documenté, même si tu es négro, Negrito. Ici, ils n'aiment pas les négros. Chez nous, si. Quand je travaille auprès de la piscine, je vois des femmes allongées qui dorment sur les transats. Le serveur leur apporte de la cocktail avec de l'alcool. Leur peau est vraiment très blanche. Leurs cheveux brillent. Je me dis c'est dommage. Leur peau va rougir comme des crevettes. Après le départ de Gao, au bout des 2 heures de route, ils nous ont dit de descendre, car il y avait trop de sable et qu'on allait passer la nuit ici pour repartir le matin. Vers 4 heures, nous avons entendu le bruit du moteur. Ils ont prétexté qu'ils avaient oublié quelque chose, que l'air allait le chercher et que l'autre restait avec nous. Mais à 6 heures, le guide a commencé à crier. Il nous a dit que le véhicule ne viendra pas, car il ne pourrait pas rouler avec tout ce monde-là. Nous avons commencé à marcher à pied. Moi, j'avais un bidon de 4 litres avec quelques paquets de biscuits. On a marché toute une journée. Et le soir, on s'est arrêté pour dormir quelque part dans le Grand Sahara. Akashile nde imana fala e gazila fatigi ude vega ko chamanke furu boso furu kentani be woyola wolo boso wolo detani be gazila bolo kolo fantanke ni be merula fatigi ude vega ko chamanke akasile nde imana fala e gazila fatigi urebe tonike jigitigi urebe kumachamo. Amadou, tu veux me quitter, Amadou? Cela fait 2 ans que je ne t'avais pas revu. Depuis ton départ, je dois faire ce voyage, maman. Tu dois parcourir tous les pays. Tu as 16 ans, mon enfant. Maman, je n'ai plus peur maintenant. Je fais partir partout dans ce monde. Qui donc t'a mis ça en tête, Amadou? Tu es très jeune. Tu n'as pas été à l'école. Tu ignores tout le monde, mon enfant. Tu vois, maman, je partirai en Algérie et ensuite en Europe. Là-bas, ils ne sont pas égoïstes. Si tu joues bien, on te fait jouer et on te paye avec beaucoup d'argent. Je restais 1 mois avec elle. Finalement, elle trouvait que je me comportais en adulte. Elle allait rentrer elle aussi au Mali pour toujours. Car son père qu'elle avait fait venir près d'elle, ici en Côte d'Ivoire, était à présent décédé. Le matin, beaucoup parmi nous ont décidé de jeter leurs affaires. Je me suis débarrassé de tout, sauf au matin de sport, mon bidon et mes biscuits. Le 3e jour, le passeur s'est arrêté pour demander à chacun de payer 2600 francs.
Après une semaine de marche, on n'avait plus de quoi manger ni boire. On est arrivé dans un village de Touaregs. Nous avons vu que les affaires qu'on avait jetées, ils les avaient récupérées pour les vendre. Il y avait un puits tenu par un Touareg. Il réclamait 30 000 francs CFA. Nous avons remis cette somme. Il a été chercher un chameau. Et c'est là qu'on a vu qu'il suffisait d'attacher la corde à la tête pour tirer l'eau. Mais avec cette eau, nous avons bien bu et rempli nos bidons. On s'est bien mouillé et reposé. C'est après, au bout de quelques 6 jours de marche, qu'on est arrivé au lac à sécher. Ma mère attisait le petit brasero pour le thé, avec des gestes à la fois rapides et doux. Elle a toujours été comme cela avec moi, impétueuse et silencieuse. Les braises rougeoyaient dans la nuit éclairaient son visage de vieille femme, ridée comme ses mains, comme ses pieds. Yende kanata tungala lauseni tora tungala. Yende kanata tungala kongojubu be tungala. Yende kanata tungala dambetinya be tungala. Yende kanata tungala sayajubu be tungala. Le Sahara. Quand j'étais petite, les griots qui avaient été dans le nord en parlaient souvent. Le Sahara était un immense pays, comme une mer sournoise. Ils disaient, une mer dangereuse où les rencontres sont risquées. Tu veux traverser des mers, Amadou? Le Sahara. Et celle qu'on appelle Méditerranée. Prends bien soin de toi. Méfie-toi des langues de vipères, elles sont nombreuses. Il disait aussi, mais le Sahara est comme un fleuve gigantesque, il faut le traverser pour découvrir l'autre, au-delà des dangers qui guettent celui qui s'y aventure. Je voudrais te revoir, mon garçon. Je voudrais te revoir, Amadou. Le lendemain, je suis reparti au Mali, à Bamako, préparer mon grand voyage. Ma mère m'a donné le prix de transport. Dans ma famille adoptive, ils m'ont accueilli chaleureusement. Je me suis rendu à la station-service pour voir la situation. Ce moment coïncidait avec le départ du gardien. J'ai décidé de le remplacer. Les gens me demandaient, mais pourquoi tu ne joues plus le football? Je disais seulement que j'étais malade, mais que j'allais reprendre bientôt. Je passais ma vie à la station, jour et nuit. Ma famille était contente. C'est ce qu'ils voulaient, que je ne joue plus au football. Mais au bout de 7 mois, j'ai économisé 130 000 francs CFA. Amadou! Amadou! Quoi? Viens, il n'y a personne, les chefs sont partis, on va rigoler! Et Malik, un autre manœuvre qui dort dans la même pièce que moi, me tire de mes rêveries. Branche le jet et arrosons-nous! Pendant une demi-heure, on s'arrose. Une fois lui, une fois moi. Jamais j'ai tant reçu d'eau. On est tout trempés. Heureux, frais et vivants. Abidjan, au départ, ça a été la misère vraiment. Mais je n'avais jamais vu une telle ville. Mon tuteur épicier avait un gros magasin. Je le remplaçais quand il était absent. Très souvent, je travaillais tout le temps. Mais au bout de 2 semaines, je lui ai demandé quand est-ce qu'on ira au club de foot. Il a dit, bon sang toi, on ira. Parce qu'il avait peur que je retourne au village chez ma mère. Il m'a pris tout l'argent que ma mère m'avait donné. Pour me faire oublier ça, il me laissait aller chaque soir sur un terrain vague en face de l'épicerie. Comme je ne parlais pas très bien français, les enfants me traitaient d'étranger. Il a fallu que je me batte.
Mais un mois plus tard, j'avais fait beaucoup de connaissances à travers le foot. Un monsieur dans le quartier, Joël, m'a remarqué. Amadou! Oh, jeu de jambes, jeu de jambes. Oh, oh, oh. Hé, toi, Amadou, je veux te prendre dans mon équipe. Prochainement, il y a un tournoi de jeunes dans le quartier à Jamais. Wow! J'ai été nommé meilleur joueur du tournoi avec une somme de 15 000 francs CFA. Quand je suis revenu à la maison avec l'argent, la femme de mon tuteur me l'a pris en disant que c'était mieux que le garde. Un jour, Joël m'a amené au palais des sports de Trècheville dans un centre de formation de foot. J'avais 12 ou 13 ans. Les frais d'inscription s'élevaient à 5 000 francs CFA. J'allais à l'entraînement tous les jours. Mais au bout d'une semaine, je n'avais plus l'argent pour le transport. J'ai réclamé à mon tuteur celui que ma mère m'avait donné. Il m'a répondu que j'étais chez lui, je mangeais, je dormais et que je voulais le faire dépenser beaucoup. Il m'a menacé de me renvoyer au village. Et finalement, il m'a donné 10 000 francs CFA en précisant qu'il ne pourrait plus continuer à payer les frais mensuels pour le club. Moi, j'avais trop vu le goût de la vie. Amadou! Oh, 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 oh! Et Amadou, je te suis depuis le début. J'ai peut-être une solution pour toi. Tu dois trouver du matériel pour serrer les chaussures des gens derrière la ville. Ainsi, tu pourrais gagner ton argent. Joël avait raison. J'ai donc décidé de me battre pour payer les frais et jouer mon football que j'aime tant. Mais la situation s'est dégradée. Mon tuteur refusait de me donner l'argent, même le mien, pour m'acheter le matériel. Alors, j'ai complètement déménagé en ville dans le marché. J'ai dormi au dehors sur des tables avec d'autres enfants sans chaussures comme moi. On se débrouillait pour se nourrir. On faisait même des petits vols. Quelque temps après, le voisin qui vendait du café près de l'épicerie m'a fait une proposition. Petit, je te connais bien, hein? J'ai confiance en toi. Tu peux venir travailler dans mon kiosque, hein? Tu acceptes 100 francs par soirée, de 19h à minuit. Hein? Ça te fait 3 000 francs par mois. Après un mois, j'ai pu m'acheter le matériel de ciraille. Dans la journée, j'ai ciré les succès de diable. À travers la ville, le soir, je pouvais emprunter le bus pour aller à l'entraînement. Et la nuit, j'ai travaillé au kiosque. Quelques semaines plus tard, j'avais même économisé une petite somme. La fête de Tabaski était proche. Je me suis rendu chez ma mère car ça faisait longtemps que je n'avais plus de nouvelles d'elle. C'était fin 93. J'ai payé mon ticket pour partir au village. Elle était très contente. Elle m'a serré contre elle. Mes amis me posaient des questions concernant la ville. J'avais un ballon avec le maillot de mon club. Et j'étais devenu l'autre Amadou. Mais je l'ai caché ce que j'avais vécu à Abidjan. À ma mère, je lui ai tout raconté. Puis elle a commencé à pleurer. Puis à 14 ans, je suis rentré dans l'équipe cadette du Stade d'Abidjan comme titulaire. Mais ça devenait vraiment fatigant de passer la journée à marcher à travers la ville et le soir d'aller m'entraîner. Jusqu'au jour où Joël me dit Amadou! Oh, 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 oh. Bon, Amadou, il y a un tournoi organisé à Yopougon. Notre équipe en fera partie. Hey, lors de la finale, les personnalités d'Abidjan, même l'ambassadeur du Mali seront présents. Ça peut être une chance pour toi. Wow! Nous avons remporté la coupe. Je suis à Paris à la Télésport. On m'a vu partout en Côte d'Ivoire et même dans le village de ma mère. Amadou le champion. Après le match, Joël m'a présenté à un membre de la délégation malienne. Il m'a conseillé de rentrer au Mali. Car avec le talent que j'avais, avec un vrai soutien, je pouvais devenir un grand footballeur. Mais tout cela m'a donné à réfléchir. Comme c'était les vacances de fin d'année au club, j'ai décidé de retourner au village. Amadou, ma Denizara Samina, Deni Kunguru Nizara Samina, Nte Senenibo Sangele, Nte Javaseno Sangele, Nte Nakoseno Sangele, Nete Paribo Sangele,
J'étais devenu une star. Tout le monde me disait, on t'a vu à la télé, on t'a vu à la télé. Ma mère a sauté sur moi et m'a serré à l'arbre. Et moi aussi je pleurais. La nuit, sans perdre du temps, je lui ai expliqué mon grand projet. Amadou, tu commences à avoir de la chance, hein? Tu vois, on t'a vu à la télé. Mais mon enfant, si tu pars au Mali, tu vas devoir tout reprendre à zéro. Je reste avec elle pour tenter de la convaincre. C'était décembre 1994. J'ai payé mon ticket pour partir à Abidjan. Amadou, tu as 15 ans. Tu es très jeune, mon garçon. Je te donne ma bénédiction. Va, que Dieu te protège. Elle m'a légué l'argent qu'elle pouvait. À ce moment, j'ai arrêté complètement de jouer. Je me suis concentré sur mon travail de ciré de chaussures. Mais au bout d'1 mois et demi, j'ai économisé 30 000 francs CFA. Suffisant pour mon voyage à Bamako. Je travaille au camp des touristes à Gadamès pendant 16 mois sans salaire. Mais je suis logé et nourri. Je me sens bien. Je prends des forces pour mon voyage futur. Au foot, j'ai fait gagner plusieurs matchs à l'air club. Un jour, le directeur décide de me verser tout mon argent. Mais il veut que je me rende à l'ambassade du Mali à Tripoli pour ouvrir un compte bancaire. Ainsi, je ne risque pas d'être volé. Et si je décide de retourner au Mali, ce sera facile pour moi de récupérer ma soeur. À la gare routière, je me rends compte que les Noirs ne voyagent pas de la même façon que les Blancs. Pour les Noirs, c'est 60 dinars et on voyage comme des marchandises. Alors que pour les Blancs, c'est 15 dinars. Mon chef négocie afin que je voyage dans le bus des Blancs. Mais au cours du trajet, on m'interrogeait à chaque poste de contrôle pour savoir pourquoi je voyageais dans ce bus. À Tripoli, à l'ambassade du Mali, je discute de mon aventure avec un Malien. Il m'indique qu'il connaît un passeur. Le rendez-vous est fixé à 17 h dans un café. La personne indiquée me précise qu'il fait passer les gens pour 1200 $. La ville de destination en Italie est Parme. Je lui confirme que je suis intéressé. Je dois le retrouver le lendemain à 19 h. Je passe la nuit à marcher de long à large à travers la ville. Je m'assoupis de temps à autre dans un recoin. Le matin, je retourne à l'ambassade du Mali pour ouvrir un compte bancaire et y déposer 1500 $. Puis la journée, je la passe près du port. Assis au soleil, j'observe l'activité incessante. Je fixe cette mer Méditerranée que je dois affronter. L'aventure me reprend, celle pour laquelle je vis depuis que je suis parti et qui ne s'arrêtera que quand mon but sera atteint. Quand j'arrive au rendez-vous, je trouve 4 autres jeunes comme moi. Auparavant, j'ai fendu ma ceinture et j'ai caché 300 $ avec le papier de mon compte bancaire. Et puis mon passeport, je l'ai mis dans ma poche. Après paiement, un taxi nous conduit jusqu'à la plage, un peu à l'écart de la ville. Un petit bateau nous amène vers le plus grand, amarré à 4 km au large de Tripoli. Depuis la mer, la ville me paraît immense. Puis peu à peu, les lumières se rafraîchissent et je ne vois plus que de grandes lueurs qui se reflètent dans l'eau.
mon arrivée à Bamako, j'ai fini ma nuit à la gare routière dans le bus. Le matin, je ne savais pas où aller. Un voyageur qui est revenu récupérer ses bagages m'a vu, je l'ai suivi. Je ne le connaissais pas. J'étais devenu un aventurier dans mon propre pays. Il m'a mené chez des connaissances qui gardaient un magasin la nuit. Vers le soir, ils m'ont déclaré. Nous sommes gardiens, nous dormons au dehors. Pour la nuit, tu rentres dans le magasin et on ferme sur toi. Car on ne peut pas te faire confiance comme ça. Je n'avais pas le choix. Alors je suis resté comme un prisonnier. Même si j'avais envie d'hurler, il fallait attendre l'ouverture du magasin le matin. J'ai vécu ce scénario pendant une semaine. Il m'appelait quand même une fois par jour pour manger. Je n'avais plus d'argent. J'avais vendu mon matériel de cirage à Abidjan avant de partir. Alors, je suivais les gardiens. Je déchargeais les camions qui transportaient des ciments, juste pour avoir de quoi pour survivre. En accostant au bateau, je m'aperçois qu'il y a déjà vraiment beaucoup de monde. Environ 400 personnes. J'ai un mauvais pressentiment, comme si quelque chose allait se produire. Je demande au passeur si ce bateau pourra nous transporter jusqu'en Italie. Il me répond de ne pas m'inquiéter. Il a l'habitude de le faire. Et nous montons à bord. Le passeur repart encore avec le petit bateau pour chercher d'autres candidats. Nous sommes obligés de nous tasser. Je me retrouve à moitié assis et à moitié allongé, et serré de chaque côté. Puis je commence à attendre. Au bout d'un moment, j'apprends que la destination n'est pas en Italie, mais Malte. Arrivé sur l'île, chacun devra se débrouiller pour aller là où il veut. Nous sommes furieux, mais il n'y a rien à faire. Qu'attendre à présent? Au bout d'un moment, avec le flottement, la nausée commence à me prendre. Peu après, à mon arrivée à Bamako, j'ai repéré un stade de football. S'il y avait bien un endroit où j'aurais la chance de croiser quelqu'un qui puisse m'aider, c'est bien là. Je me suis mis à discuter avec la première personne que j'ai rencontrée sur les gradins. Et je lui ai expliqué que j'étais footballeur et que je venais de la Côte d'Ivoire, mais que j'étais malien d'origine, mais que je ne connaissais personne ici à Bamako. Quand je lui ai décrit comment je vivais, il ne m'a pas cru. Kader, c'était son nom. En me voyant dans la détresse, il m'a proposé de venir manger chez lui matin et soir, en attendant de trouver une solution. Et parfois, il m'a amené faire un tour sur sa moto à travers la ville. Boum. Cela me faisait vraiment du bien. Et je me sentais moins en moins seul. Un jour, nous sommes allés au stade malien de Bamako. Il m'a présenté au coach. Et nous sommes revenus le lendemain, car l'entraîneur voulait me tester à l'occasion d'un match amical. Et le président des supporters du club m'a demandé si j'avais de la famille ici. J'ai dit oui, quelqu'un du côté de mon père, mais que je ne savais pas où ils habitaient. Par chance, cette famille était connue. Nous sommes partis ensemble leur expliquer ma situation. Et là, on m'a accepté sans problème. Attendre.
Nous restons stationnés dans ces bateaux, 3 jours dans ces bateaux, 3 longues journées, immobiles, entassés, au chaud, au froid. Il y a des femmes, des enfants, des bébés qui pleurent tout le temps. Nous sommes plusieurs ethnies, des noirs qui ne se comprennent pas. Pour l'hygiène, c'est difficile. Juste des trous dans le plancher pour les besoins naturels. À l'arrière, des toiles tendues à l'arrière du bateau. La personne n'a pas toujours le temps d'atteindre le bord du bateau pour dégueuler ses tripes. Il y en a qui gênent en permanence. Parfois, je me lève pour changer de position. Je fais des exercices physiques comme je peux pour ne pas m'engourdir. Une fois dans la journée, des marchands viennent sur des petits bateaux non ravitaillés en vendant des lots, des fruits, des biscuits. Les passeurs interdisent aux gens qui le voudraient de débarquer avec eux, car ils ont la trouille qu'ils allaient dénoncer. Tant pis si quelqu'un ou un bébé est très malade. Les odeurs des dégueulis et des merdes deviennent insupportables. Bamako, ma famille d'accueil avait une station-service. Après l'entraînement le matin, je les aidais à vendre l'huile et des licences. Quelques semaines plus tard, je me suis inscrit dans un cours de soir pour mieux savoir lire et parler un peu en français. Donc le matin, je partais à l'entraînement. Dans la journée, je travaillais à la station. Le soir, je retournais au terrain. Puis enfin la nuit à l'école. J'ai fait ça pendant un bon moment, jusqu'au jour où il a fallu que je remplace un pompiste tombé malade. Je devais travailler également le soir à la station, au lieu d'aller à l'entraînement. C'était à nouveau le même problème qui recommençait. Cette famille ne voulait plus que je joue au foot. Ils veulent que je reste à la station, alors que je n'étais pas là pour ça. Mais j'étais obligé de le faire, parce que je dormais chez eux. Ils profitaient donc de moi. Tous pareils. Du coup, cela me faisait mal. Je me répétais, pourquoi tout ça? Je rencontre les mêmes personnes qui ne veulent pas que je joue au football. Un jour, je me forçais pour partir à l'entraînement, sans aucun moral. Et j'ai vraiment mal joué. L'entraîneur m'a demandé, qu'est-ce que j'avais? Où est-ce que j'en étais? Tu vois, les clubs maliens sont très pauvres. Tu as du talent, à vrai dire. Tu peux devenir un bon joueur. Mais il y a peu de personnes qui peuvent te prendre en charge. Surtout quelqu'un qui arrive à le faire. Je suis reparti à la station. J'étais vraiment bouleversé. J'ai traîné comme ça pendant 2 ans. J'avais 16 ans. Alors, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui venait de Burkina Faso. Il avait presque le même problème que moi. Nous avons longtemps discuté. Il allait partir pour le Maghreb. Et depuis là-bas, il pouvait atteindre l'Europe. Ces propos m'ont vraiment émerveillé. Comme une étincelle dans la nuit. Je me suis couché et je n'ai pas pu dormir. Après une longue réflexion, j'ai décidé de retourner en Côte d'Ivoire. Il fallait que je voie ma mère pour lui parler de mon grand projet. Ma famille d'accueil m'a proposé de profiter d'une citerne qui partait pour Abidjan, c'est chargé en carburant. Au bout du 3e jour, ils font enfin tourner le moteur du bateau, vers 17h. Nous commençons à partir. On flotte doucement sur l'eau. Je tends de m'assoupir au son des ronflements et de me rassurer. Je ne sais pas prier. Je fixe les étoiles. Masayo, Saduruyo. Ngodi fete mami venye ti maloma. Saduruyo,
Masayo, Masalayo. Ngoni fete mami venye ti baloma. Sajuruyo. Furu chete mami venye ti maloma. Sajuruyo. Wolo dede mami venye ti maloma. Sajuruyo. Na folo de mami venye ti maloma de. Sajuruyo. Ngoni kote mami na nyeti maloima. Sajuruyo. Hey yeah. Masayo. Hey yeah. Masalayo. Ngoni kote mami venye ti maloima. Sajuruyo. Hey yeah. Fantanyayo. Hey yeah. Segenjuguyo. Hey yeah. Mère, c'est quoi un souhait? Un souhait, c'est quand tu veux que quelque chose de très fort arrive. Quelque chose que tu désires le plus au monde. Comment on fait pour qu'il arrive? Ah, ça mon petit. Ma mère me disait, sa mère lui avait montré parce qu'elle-même avait travaillé comme servante chez une femme blanche, qui disait à ses enfants, tu l'enfermes très fort dans ta main. Tu y penses de toutes tes forces. Et puis lentement, tu ouvres ta main comme si tu voulais le libérer. Tu mets ta paume à hauteur de ta bouche. Tu la diriges vers le ciel. Et là, doucement, tu souffles sur le souhait pour qu'il s'envole. Et alors? Ton souhait sera exaucé. Mais il faut y croire beaucoup. J'ai envie de me laisser aller au sommeil. Alors, après avoir serré mon poing et je l'ouvre, je souffle doucement sur ma paume en direction des étoiles. Je me réveille aux environs de 23 h. Tout de suite, je sens que l'équipage a l'air préoccupé. Mais nous, les passagers, nous ne savons pas pourquoi. Rapidement, on constate que l'eau pénètre dans nos bateaux petit à petit. Mais on ignore de quel côté. Les gens commencent à s'inquiéter et à vouloir savoir ce qui se passe. Et l'équipage nous demande de nous calmer et nous affirme que tout ira bien. Mais rien ne nous rassure. Car l'eau monte bel et bien et de plus en plus. Il n'y a pas de pompe pour refouler cette flotte. Certains qui comprenaient la langue apprennent que l'équipage a déjà fait l'appel au secours libyen. Les gens s'affolent car l'eau monte bel et bien. Tout le monde est à présent debout et remué dans tous les sens. L'équipage appelle à nouveau le secours. Cette fois à bord, c'est la panique totale. La nuit n'a arrangé rien. Les matelots distribuent des gilets de sauvetage. Les passagers hurlent et se disputent pour avoir aussi les gilets. Mais une fois les membres de l'équipage servis, il est loin d'en avoir pour tout le monde. Soudain, le bateau pointe son nez vers le ciel. Et le derrière s'enfonce dans l'eau. Ça crie de partout et ça pleure désespérément. Un membre de l'équipage lance dans ma direction un bidon en criant « Accrochez-vous à ça !» Chacun hurle à sa façon, dans sa langue, pour avoir du secours. À présent, dans la flotte, un jeune Nigérian et moi luttons pour avoir le bidon. Je l'avais déjà à la main, mais il veut le prendre par la force. Or, ce bidon ne peut pas soutenir 2 personnes à la fois. Mais quand je m'enfonce, le bidon me soulève. Je peux respirer. Mes débarques me recouvrent à nouveau. Je bois la tasse. Je m'étouffe et m'épuise à m'agiter. L'épouvante me gagne. Alors, je donne un coup violent au Nigérien pour qu'il me laisse le bidon.
Ils disparaissent. Je m'accroche désespérément. Toutes les lumières du bateau sont éteintes. Terrorisé, je m'accroche. Je lutte jusqu'au dernier instant de ma force. Malgré le froid, les vagues, l'asphyxie. Juste avant de perdre conscience, je sens que quelqu'un me tient par le dos et me hisse hors de l'eau. Iye murundi twako doze balini masada ikama fa muru twako doze balini iye saya muru togo de doze balini ndaba masa ikama fa muru twako doze balini ni saya iwele sogoma dafe dose balini enika sogoma saya inge ni saya iwele fitiri dafe doma kononi enika fitiri saya inge ni saya iwele tunga sirafe doma kononi enika tungala saya inge iye saya muru togo de dose balini ndaba masaiga mafa muru twako dose balini jabaru masaiga mafa muru twako dose balini. Le vélo est assis en face de moi à la même table. Il me regarde amicalement avec ses yeux brillants. Ses cheveux et sa barbe sont blancs. Il me parle d'abord en anglais, il comprend que je parle français. Après un instant, en m'observant en silence, il demande: Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je sais que c'est un médecin, mais je ne peux rien lui dire. Écoute, Amadou, là, tout mon temps pour toi. Toi, tu es en sécurité. Si tu ne dis pas la vérité, je vais rien faire pour toi. Ces paroles sont douces. Il me met en confiance. Alors, je craque. Je fonds en larmes. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Lui, il attend que je me calme. Je commence à parler. Je lui explique tout mon périple. Depuis le Mali, mon séjour à Gadamès, jusqu'à l'embarquement à Tripoli, puis le naufrage. Le médecin attrape sa tête. Tu étais dedans? Oui. Il faut être fou pour tenter une telle expérience dans sa vie. Ils en ont parlé à RFI. Mais je ne pouvais pas s'imaginer que c'était aussi grave. Tu vas rester ici pendant 2 semaines. Chaque jour, je viendrai parler avec toi. Après le naufrage, quand j'ai réussi à rentrer clandestinement à Gadamès depuis Tripoli, j'ai repris mon service au camp de vacances comme si de rien n'était. Le matin, quand le patron m'a vu, il m'a demandé: qu'est-ce que tu faisais à Tripoli pendant tout ce temps? J'ai dit que j'avais tardé, c'est parce que c'était l'ambassade qui ne travaille pas. Mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Je ne me sentais vraiment pas bien. Je me levais brusquement. Je dormais très mal. Je faisais des cauchemars bizarres. J'étais devenu une autre personne. C'était grave. Tout le monde me posait la question: qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ils m'ont emmené à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé après le naufrage du bateau? Quand les gardes-côtes m'ont repêché, je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital. J'ai appris que nous étions 17 à avoir été sauvés. Beaucoup de corps avaient été retrouvés et beaucoup avaient disparu. L'un de nous est mort dans la journée. J'avais perdu tous mes papiers, sauf ce que j'avais mis dans ma ceinture.
Combien de temps es-tu resté dans cet hôpital? Une semaine. Après, ils nous ont menés dans un camp en attendant notre rapatriement dans nos pays d'origine. Mais personne ne voulait rentrer. J'ai réclamé à me rendre à l'ambassade du Mali pour retirer l'argent de mon compte et faire l'achat de quelques vêtements avant de partir. Un jour, des gardes m'ont accompagné en voiture à l'ambassade. Là, personne ne voulait intervenir auprès des gardes libres. Je suis reparti avec des billets de 100 $ à la main. Au retour, comme on passait devant un supermarché, j'ai prétexté que je voulais faire quelques achats à l'intérieur. Je me suis caché derrière un étalage, en les guettant à travers une vitre. Ils m'ont attendu pendant un bon moment. Puis l'un des deux est entré pour me chercher. J'ai joué à cache-cache avec lui. Dans les rayons, lorsque le second est entré à son tour, quand ils se sont bien avancés à l'intérieur, je suis sorti. Tu avais de nouveau gagné ta liberté. Tu es vraiment quelqu'un d'obstiné et de rusé, Amadou. Oui, dans mon enfance, j'ai beaucoup appris à jouer avec la vie. Tu veux toujours partir pour l'Italie? Ma réponse tarde à venir. Le médecin me regarde avec ses yeux brillants. Je ne sais pas encore. Je crois que je vais rester à travailler ici dans le centre. Ça me plaît. Je suis bien traité. Et j'ai besoin de prendre des forces. Tu as eu beaucoup de chance, Amadou. Il y a des personnes qui sont traumatisées toute leur vie. Beaucoup d'autres sont morts. Et moi, je suis vivant. Tu es un survivant, Amadou. C'est grave. Il faudra du temps pour parler chaque fois que tu pourras. Je me dis que dans ce genre d'aventure, il ne faut pas avoir trop d'amis. Pourquoi tu dis ça? Le jeune Nigérian avec qui je me battais pour le bidon, c'est ça qui m'obnubile. Le médecin me fixe comme s'il allait me prendre à ses bras. Puis il ferme les yeux comme pour mieux recevoir mes paroles. Si je ne l'avais pas frappé, c'était lui ou moi. C'était lui ou toi? Après les 2 semaines à l'hôpital de Gadames, finalement je retourne au camp de vacances. J'arrive à parler de tout cela avec le directeur, qui me conseille de continuer à travailler ici. Pendant plusieurs mois, je reprends mes activités habituelles. Cela me fait vraiment du bien de retrouver l'entraînement au football. Un soir, alors que je buvais un peu d'eau fraîche dans la pièce d'accueil, on frappe fort à la porte. C'est la police. Immédiatement, il m'embarque, Manu Militari. En cette période en Libye, il y a un grave problème entre les Arabes et les Noirs. Yenge siborime, yerma suburime. Yenge siborime, yerma suburime. Yenge siborime, gandanda ganda geme. Yenge siborime, koiranda koira geme. Yenge siborime, ikora inda ibibi gemera. Yenge siborime. Yerma suburime, fondo di siborime. Yerma suburime, fondo siborime. Mediterranee, fondo siborime. Warma siborime, fondo siborime. Warma suburime, fondo di siborime. Warma suburime.
ils enlèvent les gens pour les faire disparaître. J'ai sans doute été dénoncé. Alors, la peur me prend. Il m'amène au commissariat. Quelqu'un qui parle un peu le français, celle d'interprète. Toi, tu as volé. Qu'est-ce que j'ai volé? Ça. Il me montre un ventilateur. Mais pourquoi j'ai volé un ventilateur? Je n'ai pas une maison ici. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas voir. Mais je ne suis pas venu ici pour voler. Il m'oblige à enlever mes chaussures. Il commence à frapper les pieds avec un gourdin. À chaque coup, la douleur m'arrache un cri. Je n'ai rien volé, je vous jure. Il continue à frapper. Mes pieds deviennent rouges et se mettent à gonfler. Puis il me force à courir. En faisant le tour de la cour. J'ai voulu. Puis il m'amène dans un endroit plus discret. Il me plaque contre un mur. Il me braque un fusil en disant que maintenant c'est la fin pour moi et que je ne verrai plus jamais mes parents. Je leur dis et redis que je ne suis pas un voleur. Alors, il me jette dans une cellule qui pue. J'attends dans le noir. Des plaintes, des aboiements. Mes pieds me font souffrir. Je n'arrive plus à bouger les orteils. Je me dis que c'est peut-être la fin, qu'ils vont m'abattre et me jeter au chacal dans le désert. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Depuis le naufrage, j'ai peur. Sous le stade rempli à craquer, je joue avant-centre. Je donne à mon équipe la victoire à la canne. L'hymne de paix s'élève. Je me tiens froid, le ballon sur le bras. Je suis le meilleur. Le ballon se met à gonfler doucement sur mon bras. Je suis obligé de le tenir à deux mains. Il grossit. Je m'accroche de tout mon corps. Il décolle du sol. Il s'envole. Je me colle à lui par tous mes membres. Il monte devant des stades. Les spectateurs deviennent minuscules. J'atteins les nuages. Tout d'un coup, le ballon perd de l'altitude. Il se met à fuir. Il se met à fuir sur comme une fusée. Et je ne peux m'approcher à rien. Et le temps m'enflamme bien du stade toute ma vie. Là, seul dans ce désert, je regarde un puissant mes pieds qui gonfle à l'air tout. Mes pieds qui deviennent énormes, si énormes qu'ils m'empêchent de marcher, de courir, de chuter. Le bruit de la porte me réveille en sursaut. Je suis en sueur. Tard dans la nuit, il me ramène à la porte du centre de vacances. Le matin, je ne peux pas bouger. Mes pieds sont terriblement en fleu, bleus et douloureux. Une semaine de repos et de soins sont nécessaires pour que je puisse marcher à nouveau. Et par chance, il n'y a pas eu de lésion. Je m'en remets progressivement à courir, mais je n'ose plus sortir du camp. La chasse aux noirs est répandue dans toutes les grandes villes libyennes. Et quand je me suis bien rétabli, je discute sérieusement avec mon directeur. Et je vais partir. Et pourquoi? Je suis fier de toi, tu travailles bien. La Libye est très dangereuse à ce moment pour nous les Noirs. Mais ici dans le centre, je ne crains rien. Si la police est bien venue me chercher, je vais y aller à l'ambassade du Mali à Tripoli, en attendant que la situation se calme. Après, je reviendrai. Le lendemain, par sécurité, il me conduit lui-même jusqu'à Tripoli et me dépose à l'ambassade. Les immigrés réfugiés sont déjà très nombreux. Une foule se tasse à l'intérieur. Nous restons 2 semaines dans l'enclos du bâtiment. La situation est la même dans les ambassades des autres pays africains. Nous ne pouvons pas sortir en ville. La haine de la part de la population est très forte.
les autorités des ambassades africaines décident de regrouper tous les réfugiés dans un même camp militaire mis à leur disposition par le gouvernement afin de protéger leurs ressortissants des exactions de la population libyenne. Nous nous demandons si ce n'est pas pour mieux se débarrasser de nous. Dans ces camps, ils ont installé des tentes. Mais nous sommes tellement nombreux que nous avons des difficultés pour nous habiter. Un mois plus tard, l'ambiance est plutôt chaude. Il y a beaucoup de bagarres, des vols. La vie n'est pas facile. Surtout pour la santé des plus fragiles. Nous manquons cruellement des toilettes. Quand il y a des pluies, les odeurs deviennent insupportables. Ça me rend même malade. Je crois que j'ai une infection intestinale. Nous sommes dans le 2e mois et nous ne voyons rien bouger. Un jour, les autorités libyennes nous annoncent qu'elles ont décidé de rapatrier tout le monde. Elles ont négocié avec les ambassades respectives les modalités de retour au pays. Ainsi, la Libye aurait conclu de verser une somme à chacun de nous. Mais nous devons voir cela avec nos diplomates. Finalement, nos délégués apprennent qu'aucun centime ne sera versé ici en Libye, mais que tout sera réglé à notre retour au Mali. Nous sommes 1464 Maliens. Direction à l'aéroport. Beaucoup sont victimes de vols par les policiers qui prélèvent tous les dinars libyens qu'ils peuvent trouver sur les exilés. L'avion décolle dans la nuit. C'est la première fois que je fais un vol. Ma surprise est ternie car mon séjour dans le camp de transit m'a affaibli. Nous arrivons à l'aéroport de Bamako à 2 h du matin. Je voudrais pleurer, je voudrais chanter et danser, mais dans un geste d'espoir. Juste, je m'agenouille pour embrasser la terre de mon pays. Mais il y a aussi beaucoup de tristesse dans mon corps. Sur le tarmac, les bus affrétés par les autorités nous attendent pour nous amener en ville. Ils nous déposent directement à la maison des jeunes de Bamako. Seul lieu d'accueil collectif pouvons-nous recevoir. Ils ont porté nombre de nappes, mais ce n'est pas suffisant. Beaucoup, les derniers arrivés comme moi, se reposent au sol, même dans le jardin. Les toilettes sont insuffisantes. À cette heure-ci, il n'y a rien pour nous alimenter. La suite, monsieur le ministre, tu la connais autant que moi. Le matin, ils amènent des bus à la maison des jeunes pour ramener les gens dans leur village natal. Nous réunissons rapidement les rapatriés pour leur dire de ne pas monter dans les véhicules. Alors, personne ne bouge. Nous, on demande aux responsables de nous donner notre argent. Ils répondent que les Libyens ne l'ont pas encore versé, que mais dès qu'il sera encaissé, que chacun de nous aura sa part. Dans la journée, je retourne dans ma famille adoptive. Ils sont bien surpris de me revoir. À notre descente de l'avion, la télé était là pour nous filmer. Presque tout le Mali nous a vus et a entendu parler de nous. Je leur explique toute mon aventure. Ils me disent de m'installer, que je pourrais reprendre du travail à la station-service. De retour à la maison des jeunes, j'ai continué la lutte avec les amis. Le 5e jour, ton gouvernement envoie la police avec les gaz lacrymogènes pour nous disperser. Je suis arrêté et battu avec d'autres personnes. Les gens reviennent le lendemain matin et le surlendemain, puis les autres jours. Hélas, beaucoup décident de rentrer chez eux au village. Les bus sont toujours là à disposition. Environ 200 personnes décident de rester. Elles se rendent au commissariat de Koulba pour qu'on nous libère. On a déjà passé 6 jours en prison. Pour quel délit? Je te le demande, monsieur le ministre. Très tard dans la journée, nous sommes libérés. L'ombre du baobab, juste derrière la maison des jeunes, devient notre lieu de rendez-vous et notre bureau.
nous décidons de nous cotiser pour acheter une banderole. Et dessus, nous inscrivons les rapatriés de la Libye. Le gouvernement malien refuse de donner notre argent. Nous descendons dans la rue en criant l'embouteillage. La police et la gendarmerie nous dispersent, nous arrêtent. Beaucoup prennent la fuite. Ils nous relâchent à la fin de la journée, mais sans notre banderole. Depuis le début de notre lutte, monsieur le ministre, il a bien fallu que chacun reprenne une vie à peu près normale. Oh, excusez-moi. Je m'aperçois que je te tutoie toujours. Je n'ai pas vraiment l'habitude. Je ne vais pas inventer mon langage. Je parle comme je suis et je m'habille comme je suis. Et monsieur le ministre, quand tu vas visiter les ramasseurs des ordures, tu restes en ministre. Tu ne t'habilles pas par exprès en rayon avec de la merde sur les mains. Mon suite, c'est le même que j'avais dès le début de l'épopée. Il est tout propre à présent. Mais il a perdu sa couleur. Les taches ne battent plus. Il a gardé tous ses trous souvenirs. Je décide de prendre un peu de temps pour retourner au village. Mais pas avec l'un de tes bus traite. Ma mère est tellement heureuse de me revoir. Cela fait 4 ans qu'on n'avait plus de nouvelles l'un de l'autre. Je reste une dizaine de jours. Puis je rentre à Bamako. Comme j'ai encore de l'argent, je suis des cours et j'obtiens mon permis de conduire au bout de 2 mois. Et je reprends du travail à la station-service de ma famille d'accueil. Et puis je me fiance. Quelques mois plus tard, au pied du baobab, nous décidons de nous cotiser pour acheter une autre banderole. Cette fois-ci, nous nous donnons rendez-vous à l'entrée des jardins zoologiques à 8 h du matin. Nous prenons la route qui monte à Touba vers la présidence de la République. Nous bloquons la circulation. Aucune voiture ne peut plus monter ni descendre. Et la police et la gendarmerie se retrouvent sur nous en même temps. Personne ne s'enfuit. Ils nous embarquent. C'est là que tu l'apprends et que tu veux nous voir. Monsieur le ministre, je suis choisi par mes camarades avec 3 autres. Et nous voilà ici. Tu m'as laissé parler et bien parler pendant 1 heure. Tu ne m'as pas interrompu. Je t'en remercie, monsieur le ministre. Tu n'avais sûrement rien d'autre à faire. À Bamako, dans un si beau bureau, avec de si belles chaussures. On laisse le temps en admirant par la fenêtre, au loin le Niger, charrier sa boue merde au coucher du soleil. Ce qu'il faut que tu saches, monsieur le ministre, c'est qu'on ne nous arrêtera pas. Tant que nous n'aurons pas obtenu notre argent, nous continuerons jusqu'à la mort. Parce que cet argent, il existe en Libye, ici au Mali. Bon, qu'est-ce qu'on fait à présent, monsieur le ministre? Hé, Amadou. Attends, quoi? Tu dois vraiment dire ça, monsieur le ministre, pour les chaussures? Moi, j'ai dit que tu as bien parlé comme il fallait. Hein? Il m'a regardé un bon moment, puis il s'est levé sans rien dire. On n'a rien eu alors? Il a demandé qu'on lui donne 2 semaines. Encore du délai, toujours du délai. Il se moque de nous, monsieur le ministre, et c'est singe de la colline de là-haut. Non. Écoutez mes camarades, mes compagnons, cela fait 1 an présentement, depuis qu'on nous a débarqué de la Libye. 1 an de lutte. Souvenez-vous, les gaz lacrymogènes, la prison, les coups, la pression et les menaces. Et votre famille au village qui vous réclame. Est-ce que c'est à cause d'un petit ministre de singes qu'on devrait se carapater et disparaître? Non, 100 fois non. Est-ce que c'est parce que nous ne sommes plus que 31 qu'on devrait se cacher dans les trous? 1000 fois non. Chacun a le droit de construire sa vie. Et notre vie, elle est ici. Malgré les difficultés, toutes les difficultés, la misère, la maladie, la mauvaise nourriture et la rue. Si on se regroupe, on peut y arriver. Alors, ce n'est pas le moment de lâcher. Si dans 2 semaines, il n'y a rien, on recommencera à nous faire reconnaître. Mes amis,
sous ce baobab, je vous invite à déployer notre nouvelle banderole. La banderole, 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 la banderole. Ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre ici, nous battre pour cela, car personne ne nous attend là-bas. Personne. Et Madou, il paraît que tu as trouvé un emploi de chauffeur dans une compagnie, une troupe de théâtre ici à Bamako. C'est bien vrai? Boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Je l'ai conduit dans toutes les villes du pays. Ah, tu vas devenir comédien alors. Comédien? Hein? Oui, peut-être. Vous savez, la vie est comme une scène de théâtre. Chacun vient jouer son rôle et il passe. Nous allons tous mourir un jour, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Personne n'y échappe à cette mort. Ah! Bravo! En tant que président d'Acte 7, c'est pour vous remercier toutes et tous d'avoir fait le déplacement. En tant que metteur en scène, c'est de remercier donc le comédien Amadou, et désormais comédien aussi qu'un ami a bien voulu écrire pour l'éditer. Tout est parti quand Michel Gendarme est arrivé ici. On avait monté le rallye Paris-Papa Noël, qui est un texte sur le premier rallye Paris-Dakar. Et ce rallye avait renversé une fille à Yuri. Et alors, 20 ans plus tard, Michel a écrit une pièce qui a été montée, qui a beaucoup tourné en France, et version Bambara français souniqué. Et j'ai tenu avec Michel à ce qu'on aille jouer cette pièce à Yuri. Et quand ils sont arrivés, Amadou les attendait à l'aéroport. J'avais demandé à Amadou, comme paresseux comme je suis, je ne pouvais pas être à l'aéroport parce que c'était un vol qui arrive à des heures, voilà, style quoi. Et donc Amadou leur racontait son histoire. Et quelques années plus tard, Michel m'a appelé, il m'a dit, tu sais, j'en ai fait quelque chose, mais je pense que tu es obligé de faire la mise en scène. Donc là, j'étais engagé. Et j'ai fait appel à mon complice de longue date, qui est Roger Akipo du Togo, qui joue voilà. Roger. Et alors, on a demandé à Maïchata Salamanta. Roger est là. Amadou, Salamanta, Yasmine. Donc, Béné, Salamanta est là. Elle est une bonne comédienne qui chante, qui conte. Donc, on a voulu l'associer. Et alors, j'ai demandé à Yasmine Kra, que j'avais retrouvé au mois de septembre dernier à Abidjan, qui est sorti de l'UNICEF. J'avais fait une formation à Ivoire Marionnette, et Yasmine m'a dit, ce que j'aimerais, c'est de faire une assistance avec toi. Je lui ai remis ce livre, je lui ai dit, bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va se déclencher. Voilà.
Et Amadou lui-même, il est là. Peut-être qu'il va, c'est un début de carrière de comédien qui commence. On n'en sait rien. Et alors, c'est vraiment la bonne équipe. Pendant ce temps, on a eu de mon ami Antoinette, qui est le recteur de l'université de Niamey, qui m'a proposé de prendre un stagiaire à Accès ici. C'est ainsi que Radouane Ag Amadou est arrivé. Donc, je travaille sur la médiation de ce spectacle-là, donc en formation. Donc voilà plus ou moins cette équipe, lui et moi. Ça, voilà. Et alors vraiment, comme quoi le théâtre, c'est des rencontres. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci à vous. Don't